Coucou, c'est Tatanexua et aujourd'hui on va partir en Amazonie s'entourer d'animaux et combattre aux côtés des Amazones avec la mission d'Hippolyte écrite par Jennifer Fernandez en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Lara est une jeune femme ordinaire qui vit paisiblement dans une charmante petite ville avec son petit garçon. Ordinaire? Vraiment? Alors qu'elle pensait mener une existence des plus banales, voilà que cette femme apparaît. Qui est-elle? Pourquoi sait-elle tant de choses sur Lara? Sur son passé? Quelle est cette créature contre laquelle la femme semble vouloir la mettre en garde? La vie de Lara semble bien plus complexe que ce qu'elle imaginait, surtout lorsqu'elle apprend qu'elle renferme un pouvoir insoupçonné qui pourrait tout changer. Commence alors une incroyable aventure au cœur de l'Amazonie. Ça vous donne envie et encore vous n'avez rien lu. Remontez le fleuve avec moi. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. La mission d'Hippolyte est un livre que Jennifer a commencé à écrire à l'âge de 15 ans au collège. Elle a toujours été attirée par les anciennes civilisations depuis que son père lui a fait découvrir les mystérieuses cités d'or. À 3 on a le générique dans la tête. Puis elle a commencé à écrire et recommencer le premier chapitre 8 fois. 8 fois. Ensuite, elle s'est dit qu'il serait bien de faire des recherches, alors c'est ce qu'elle a fait. Et je confirme que c'est très poussé. Elle a monté un glossaire avec les langues maya et inca pour utiliser des termes corrects dans son livre. C'est ce qui fait l'une des richesses de cet ouvrage. Elle a étudié la jungle, la nourriture et la culture de ses anciens peuples. Et elle l'a abandonné une fois au lycée. Après tout, qui était-elle pour imaginer pouvoir publier un livre un jour? Mais, il y a 1 an et demi, elle a eu un accident de voiture et depuis elle est en arrêt. À ce moment, écrire était pour elle la meilleure façon de s'évader. Alors elle a repris ce livre, elle l'a amélioré et a fini pour en faire le roman qui est sorti en août 2020. Encore un peut pas se taire ce canasson. Ne cédez rien non plus à Blake, je le sens pas du tout. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4 sur 5 pour ce roman de 299 pages. J'aime la précision. On décoche. Commençons par la couverture, c'est une très bonne représentation. On est dans l'Amazonie, on remarque tout de suite l'Amazone, les couleurs sont très vives, le rouge et le vert dominent ce qui a un écho particulier avec l'histoire. La guerre parmi les feuillages. Une Amazone cachée qui se révèle au fil des chapitres. C'est réussi, même si je m'attendais à voir des animaux dessus au regard de leur importance dans le livre. Nous faisons rapidement la connaissance de Lara, son fils Cody et l'animal à 4 pattes Mao. Et ne vous inquiétez pas, en animaux, on n'est pas en reste. Plus tard, vous verrez qu'un certain Blake tourne autour, mais on y reviendra. Ouais, parce qu'on peut pas le laisser dans son coin, malheureusement. Comme c'est évoqué dans le résumé, Lara, c'est la jeune femme banale en apparence et on ne s'imagine pas une seule seconde qu'elle a un rapport avec les Amazones, une lignée royale, un don et pourtant. Alkaya, à ne pas confondre avec Altaïa, lui communique très vite sa destinée et l'enjoint à se présenter devant la reine des Amazones. Non, pas celle-là, mais presque. On comprend très vite le titre de l'ouvrage à ce moment-là, la mission d'Hippolyte, la reine des Amazones qui s'appelle Hippolyte, ça se rejoint. Mais avant, il vous faudra franchir les 91 marches. Alors j'insiste, vous comprendrez pourquoi au fil de votre lecture. Je ne vous dirai rien sur la mission car sinon ce serait un petit peu trop spoilé, même si on peut un petit peu s'en douter, surtout que c'est un petit peu un tome 1. Lara va devoir s'entraîner, se battre pour les Amazones, contre un redoutable ennemi qui a plus d'une ressource dans sa tente Quechua. Oui, pardon, je devais un petit peu insérer d'humour dans cette ambiance guerrière, évidemment, on parle d'autre chose, pas des tentes Quechua. Évidemment. Après tout, c'est un méchant, donc autant profiter de la maladie de la reine. Non seulement on se retrouve au cœur de l'Amazonie, des feuillages et d'une civilisation qui nous semble éloignée, mais en plus, le côté fantastique arrive avec les métamorphoses. C'est ce point que je trouve particulièrement original dans ce décor d'un autre temps. Le pouvoir du feu est à apprendre et à maîtriser pour une héroïne qui s'interroge souvent sur ce qui arrive à Blake. Oui, on y revient. Quand il n'oublie pas de se redresser devant le colonel ou de se jouer à se faire enlever. Ou aussi pour notre très chère Lara, quand elle ne communique pas avec son étalon. Je vous l'avais bien dit qu'on serait entouré d'animaux fantastiques. Faut dire, pauvre étalon, entouré de juments qui en a marre de suivre le groupe, lui se verrait bien en tête. Malheureusement pour lui, on est chez les Amazones, donc les hommes, Côté perso, faut faire attention à ne pas s'en mêler. Quand la mère de Lara est révélée, j'ai eu un petit doute, Altaïa, Alkaya, tout comme Uri et Eurea, et voilà, il faut absolument tout noter. Lara est entourée et parfois je la sens pourtant terriblement seule. Je glisse ça un petit peu comme ça, mais il y a le thème de la solitude qui est abordé. Ces interrogations grandissent avec elle dans le sens psychisme du terme. Pour l'univers, c'est hyper original.
Les Amazones, je connais peu, tout comme la langue que vous retrouverez parfois dans le roman. Imaginez-vous, c'est comme si vous remontiez le temps, ou presque, et que vous deviez gravir les 91 marches, oui, j'insiste encore, pour vous incliner devant la reine des Amazones avant quelques chapitres plus loin de succomber à l'ayahuasca. J'espère que je le prononce bien, sinon Zoé et Jennifer vont tomber dessus. De très bonnes idées et le côté fantastique, que ce soit les pouvoirs ou le gardien, pour ne rien spolier. À ses côtés, les relations entre les peuples, c'est génial. On voyage complètement, on est dans un autre monde. Pour l'histoire, alors elle reste simple, au niveau de l'intrigue, on n'a pas 36 sous-intrigues différentes, c'est une mission à accomplir, un destin à accepter, un méchant à tuer. Ça reste aussi un tome 1 qui présente le décor et qui engage la bataille avant... Je ne dirai rien d'autre, mais les twists au milieu, la mort d'un personnage qui permet aussi à l'héroïne de se renforcer et de développer sa puissance, c'est bien. Et c'est une prise de risque que je ne vois pas souvent, surtout dans les primo-romans. J'ai bien aimé l'univers, l'originalité, des partis pris intéressants aussi pour un tome 1, il y a des morts. Bon, les talons mis à l'écart, j'apprécie quand même la place des animaux dans l'histoire, le relationnel, et c'est très prometteur pour la suite. En plus, j'ai vu une carte. Il se pourrait bien qu'une petite panthère se cache parmi nous. C'est un primo-roman, donc voilà, j'ai moins aimé les enchaînements un petit peu, on va dire, similaires, l'abus de mais, on va dire, ou certaines répétitions pas nécessaires, mais ça, ce sont un petit peu les maladresses que l'on retrouve souvent dans les primo-romans. Un dernier mot, méfiez-vous de Zargon, à moins qu'il en existe un en modèle réduit pour que je puisse le récupérer. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 9. Comme toujours, elle se cale à l'abri des arbres, laissant Nao vagabonder non loin de là. Elle sortit son appareil photo de sa sacoche et y fixa un puissant objectif. Quoi de mieux qu'une matinée ensoleillée pour espérer prendre en photo des perroquets ou encore 10 singes écureuils. Alors j'ai bien aimé parce que c'est le début, on apprend à connaître Lara, ses loisirs, ce qu'elle fait, son fils Cody et le fameux compagnon adorable à quatre pattes Nao. Page 27. Cet édifice était la copie conforme d'un des temples mayas d'Amérique latine. Elles gravirent les marches, 91 en tout, et une fois arrivée à l'intérieur, Alcaïa mit pied à terre. Elle prit le médaillon qu'elle portait autour du cou et l'encastra. On entame le cœur de l'intrigue rapidement et c'est très intéressant. Et oui, vous comprenez mieux pourquoi je parlais de 91 marches. Page 40. Tu possèdes en toi des capacités extraordinaires que tu tiens de ta mère. Tu dois savoir que cette dernière était reine avant tout. Cependant, ce rôle ne lui convenait pas. C'était une aventurière, rester au temple n'était pas fait pour elle. Alors j'ai sélectionné cet extrait car on a des éléments d'univers et de l'histoire. Lara n'est pas n'importe qui. La reine lui apprend le pourquoi et aussi ce qui l'attend. Puisque je suis plus guerrière que princesse, forcément j'ai adoré Lara. Passons maintenant au point positif. Lara, une très bonne protagoniste, c'est un bon perso qui subit pas mal d'épreuves, je pense surtout à celle vers la fin, et qui évolue beaucoup, et ça c'est très bien, surtout pour un tome 1. L'univers, l'Amazonie et même le côté fantastique qui reste très original justement pour un ouvrage fantastique, il y a beaucoup d'éléments que je n'avais jamais vus. On est plongé dedans, et c'est la première fois que je me retrouvais chez les Amazones parmi les feuillages. Les illustrations, même si j'aurais aimé en avoir beaucoup plus. Lara et Tora, si je le prononce bien, j'adore leurs relations et leurs échanges et ce n'est pas ce que vous croyez. On ne va quand même pas tout leur révéler. La bonne action. Tous les bénéfices sont reversés à l'association Aqua Verde. On en reparle très vite dans cette vidéo. Mais il y a également des petits points négatifs. L'abus de mais. Alors oui, je sais, j'en parle souvent, mais un mais par page, ça va, c'est déjà suffisant. Pas la peine d'en mettre plus, et même si on peut en mettre moins, c'est encore mieux. Les enchaînements, parfois brutaux, et certaines répétitions pas forcément nécessaires. Petite parenthèse spéciale liée à Aqua Verde. Je transmets le message de l'autrice que je trouve très pertinent et touchant, à savoir pourquoi j'ai choisi de soutenir Aqua Verde. Tout simplement parce qu'il faut agir, pas demain, maintenant. Pour le bien de la forêt et ses habitants, pour le bien de notre planète, Aqua Verde agit concrètement et le président, M. Pizzol, est profondément dévoué à leur cause. Il se rend 1 à 2 mois par an sur place afin de mettre en œuvre ses actions et collabore avec 3 peuples indigènes sur place. Aqua Verde aide à la préservation de la forêt amazonienne et de ses peuples. De nombreux arbres sont également plantés et actuellement une aide humanitaire est apportée aux indigènes pour les aider à lutter contre la Covid-19. Fin du petit message. Vous comprendrez donc aisément la morale justement de l'histoire. Pour conclure, en résumé, c'est un livre qui nous plonge dans un univers original et qu'on n'a pas du tout l'habitude de côtoyer. L'Amazonie, les Amazones, les Incas, toute une culture qui s'ouvre à nous. Ce serait dommage de louper ça. Et éviter de succomber à l'ayahuasca, à moins que... Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage de Jennifer Fernandez, La mission d'Hippolyte en auto-édition. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez
N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et à ne pas hésiter à partager la vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de financement participatif Tipeee et Utip. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!